Et bonjour Serge. Bonjour Rachel, comment ça va? Mais très bien, comment vas-tu? Je suis tellement ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Miami Live 2021. Merci beaucoup Rachel, merci de m'avoir ici. Je suis ravi d'être là aussi. On va laisser le temps à nos invités de s'installer, de rentrer dans la salle, puisque nous venons de finir une table ronde très intéressante au sujet des opportunités de franchise aux États-Unis. Et je pense que ta table à toi arrive à point, puisqu'il y a quand même des questions euh, d'ordre d'experts comptables et qui seront donc certainement utile à nos guests aujourd'hui. Excusez-moi pour mon franglais, je passe de l'anglais au français. Alors, tout d'abord, on va commencer donc cette table ronde et le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, créer une filiale commerciale aux USA avec Serge Massat, qui est expert comptable certifié Public Accounting en France et aux États-Unis. Donc, tu es CPA aux États-Unis, expert comptable en France, et tu as créé Massat Consulting Group. Il y a combien de temps maintenant, Serge? Oh, ça fait bientôt 40 ans que j'ai créé Massad Consulting Group. J'étais un petit peu le pionnier de l'expertise comptable à la française aux États-Unis. Et donc, voilà, j'ai roulé ma bosse aux États-Unis et puis un peu, je me suis tendu à d'autres pays, l'Amérique du Nord, le Mexique et le Canada. Mais ça fait 40 ans bientôt. Eh oui, 40 ans d'expertise. Donc, je pense que tu es la personne la plus appropriée pour répondre à nos questions. Est-ce que je peux commencer par... Est-ce que tu souhaites présenter d'abord le groupe Massat ou est-ce que tu souhaites que l'on commence la petite série de questions que je t'ai préparée? Non, en fait, je voudrais prendre 30 secondes Dis, je pour te te laisse. remercier, Rachel, pour le travail énorme que tu as fait pour préparer ce Miami Live 2021. Pour moi, c'est un succès phénoménal et on te le doit. Tu es présente sur tous les terrains, aussi bien pour accueillir les gens chez Mila que pour accueillir les gens maintenant, comme tu le fais avec moi. J'ai reçu tous les contacts, tous les liens pour pouvoir préparer et ça a été merveilleux. Donc, merci Rachel. Non, Maintenant, je vais bien préparer. Hein, voilà. merci à toi parce que tu es un de nos membres, je dirais, qui nous, enfin, les plus généreux en temps, en expertise, en tout, je dirais. Donc, je te remercie. Je te remercie à toi, je remercie aussi toute ton équipe. Et voilà, c'est un plaisir de travailler tout au long de l'année avec toi, auprès de toi et de bénéficier de ton savoir-faire et de ton expertise qui est priceless, comme ils disent les Américains. Donc voilà, alors sachez que à la fin de cet événement, je distribuerai à tous nos attendees, à tous nos guests présents. Donc, on a eu plus de 700 participants durant les 3 jours. Et donc, tout le monde recevra le catalogue des experts. Sachez qu'à la Chambre, on vous accueille, on vous accompagne dans votre implantation de A à Z et on vous présente les meilleurs experts, comme Serge aujourd'hui. Merci Rachel. Ouais, ben, je vais présenter mon groupe en deux mots peut-être, et puis après on passera aux questions-réponses, Oui. si tu veux bien. Parce que, bon, Serge Massat, expert comptable français, expert comptable américain, comme l'a dit Rachel tout à l'heure, ça fait bientôt 40 ans que je suis en Amérique du Nord, aux États-Unis. Premier bureau ouvert à New York en 86, deuxième bureau ouvert à Boston en 90, troisième bureau ouvert à Mexico en 94. En 96, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais trop, donc j'ai vendu Boston et 85% de New York. Je continue parce que j'ai repris, je m'emmerdais. J'étais en semi-retraite, je m'emmerdais. Donc, je suis revenu, j'ai rouvert à New York en 2003. En 2010, j'ai ouvert Miami et en 2017, on a ouvert Montréal. Donc, on est présent aujourd'hui en partant du nord, Montréal, New York, Miami, Mexico. Et la définition que j'ai de nos cabinets, c'est que nous sommes un petit peu de boutique CPA firm, c'est-à-dire, vous connaissez les boutiques hôtels, eh on est la boutique expertise comptable, on fait du sur-mesure à l'international, on ne fait pas du quantitatif, on fait que du qualitatif. Donc, je sais que tu vas me poser des questions, je te laisse aller sur les questions. J'ai préparé quelques petites slides pour que les gens, je crois que je devine un petit peu les questions que tu vas me poser parce que c'est toujours Eh les oui, mêmes qui reviennent. eh Donc, oui. si le slide n'est pas approprié, eh bien, je passerai au slide suivant. Mais je t'écoute, Rachel. Est-ce que ça va? Écoute, ça va très très bien. Et puis, effectivement, c'est très important que tout le monde comprenne que tu es effectivement
sur le Canada, sur les États-Unis et sur le Mexique. On est quand même sur la plaque tournante d'Amérique latine. Toutes les personnes qui viennent, tous les entrepreneurs qui viennent s'installer sur Miami, eh bien, ils s'installent sur la plaque tournante de l'Amérique latine. Et que de mieux que d'avoir un expert comptable qui a l'expertise LATAM, Canada et US, et puis aussi France. Donc, je dirais que c'est ton point fort. Et puis, effectivement, le deuxième point fort, c'est le côté boutique-hôtel. Et effectivement, nous ne sommes pas des numéros chez Serge Massad. Nous sommes des clients bien choyés. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions qui reviennent très souvent. Dois-je créer une LLC ou une C Corp, que certains appellent Inc. Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet-là? Ouais, mais tu vois, j'avais préparé la slide parce que je me doutais de la question un petit peu. En fait, ce que je dois préciser pour ceux qui ne le savent pas, surtout ceux qui sont en France et qui ne connaissent pas trop bien les États-Unis, c'est qu'on ne crée pas une société aux États-Unis, mais on crée une société dans un État des États-Unis. Alors, il y a 51 choix possibles. Et après, il faut savoir, on pourra exprimer un peu plus tard pourquoi on choisit tel ou tel État, si vous le souhaitez. La question que tu poses, c'est LLC ou C Corp. La différence entre les deux est... Précisons tout d'abord que les deux sont des sociétés à responsabilité limitée. La LLC, par contre, est taxée comme une partnership. Les profits remontent au niveau des associés qui doivent payer l'impôt sur leur part de profit. La C Corp est taxée comme une SAS en France, ou SA, c'est-à-dire elle paie l'impôt société et lorsque des dividendes sont distribués, éventuellement, l'impôt est repayé. Ça, c'est la grande différence entre les deux. Mais LLC ou C Corp, soyez conscient que dans les deux cas, s'il n'y a pas de fraude ou malversation, la responsabilité est limitée à votre apport d'associé ou d'actionnaire. À LLC, on parle d'associé, C Corp, on parle d'actionnaire. Et puis après, j'aime bien ça, l'objet social, je l'ai mis parce qu'on me dit l'objet social, qu'est-ce que je mets comme objet social de ma société? Je vais ouvrir un restaurant. Mais si je veux faire de l'immobilier après avec ma société, est-ce que je dois changer l'objet social? Alors, la simplicité de la chose aux États-Unis, vous le voyez écrit en anglais, l'objet social, ça peut être défini comme any and all lawful business. Ce qui fait que si vous débarquez aux États-Unis, vous ouvrez un restaurant et puis dans la foulée, vous revendez votre restaurant et vous voulez ouvrir un magasin de fleurs, vous pouvez le faire sans changer l'objet social parce que l'objet social, il est écrit là. Any and all lawful business, c'est-à-dire vous avez le droit de faire tout ce qui n'est pas interdit par la loi, une traduction en français de ce qui est écrit là. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la différence entre LLC et C Corp et état de création. D'accord. Et puis alors, effectivement, il y a beaucoup aussi de questions autour du Delaware. Alors, tu parlais de tous les États aux États-Unis. Chaque État a ses propres lois. Le Delaware ou un autre État, comment on s'y retrouve dans tout cela? Ouais, écoute, c'est incroyable la transmission de pensée, Rachel. Ma slide était prête. Waouh, t'es trop forte. On est synchro, c'est pas possible. Voilà, mais Delaware, mythe ou réalité? Parce que les gens débarquent de France et d'ailleurs en disant ouais, je voudrais créer ma société au Delaware. Mais c'est peut-être une bonne chose, c'est pas forcément une bonne chose. Ça dépend de votre activité et de l'endroit où vous allez être implanté. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, vous devez créer votre société dans un État des États-Unis. Bon, vous choisissez le Delaware, c'est très bien. Mais si vous ouvrez une boutique à New York, vous devrez ouvrir une succursale dans l'État de New York. Également, la succursale du Delaware. Si vous ouvrez un magasin à Miami, vous devrez ouvrir une succursale de la société du Delaware en Floride. Donc, si votre objectif est d'avoir une seule boutique ou un seul magasin à Miami, par exemple, le Delaware ne vous sert pas à grand-chose parce que de toute façon, vous devrez vous inscrire en Floride pour avoir le droit d'opérer en Floride. Alors là, j'ai mis quelques statistiques. 65% des Fortune 500 et plus de 50% des sociétés cotées en bourse aux États-Unis sont incorporées dans le Delaware. Pourquoi? Parce que ça, c'est important si ça vous intéresse. La première chose, c'est la dernière ligne de mon slide, c'est l'opacité quant aux actionnaires au organe de direction de la société. C'est très, très difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir qui est derrière la société. En Floride, lorsque vous créez une société ou lorsque vous ouvrez une succursale de votre société de Delaware, vous devez dire qui sont les organes de direction. Les actionnaires ou les associés, pas forcément, mais les organes de direction au moins. Donc, c'est facile, on Google et on vous trouve tout de suite. Et si vous avez des choses à cacher au fisc français, le fisc, il va vous trouver. Pardon, j'ai rien dit là. C'est mon défaut professionnel. Ensuite, dans le Delaware, une chose que je n'ai pas précisée, mais je le précise à l'instant, on en parlera peut-être un peu plus tard aussi. Aux États-Unis, on paie l'impôt à deux niveaux, au moins à deux niveaux. Au niveau fédéral,
et toutes les sociétés sont traitées de la même façon. Le taux d'imposition fédérale pour les C-Corp, les SAS, est de 21%. Donc, que vous soyez Delaware, que vous soyez Floride, que vous soyez Californie ou New York, vous allez payer 21% d'impôt fédéral sur le profit de la société, si c'est soumis à l'IS. En faire abstraction de l'IRPP, c'est similaire. Mais la beauté de la chose, c'est qu'au niveau impôt, le Delaware n'impose pas les revenus des sociétés qui ne sont pas implantées, qui n'ont pas de commerce dans le Delaware. Ça veut dire que vous payez l'impôt fédéral, pointe à la ligne. C'est pour ça que les revenus de sources passives, tels que les dividendes, les intérêts, les royalties que vous percevez dans une société du Delaware, seront imposés à l'impôt fédéral, mais ne seront pas imposés au niveau de l'État. Il y a d'autres États intéressants. La Floride est pas mal. J'aime bien défendre la Floride parce que c'est là que je suis. Les palmiers, le soleil. Bon, pardon, c'est pas la question du jour. Et ensuite, la protection des actionnaires. Voilà, je crois que c'est ça qui fait que beaucoup de sociétés américaines sont incorporées dans le Delaware, parce que vous savez, les Américains sont très procéduriers. Et ils ont le principe d'arroser tout le monde. S'ils ont fait un peu de travers et qu'ils ont un problème, ils vont attaquer tout le monde. Je veux dire, l'expert comptable, l'avocat, les dirigeants de la société, le Paris Saint-Germain qui a licencié, par exemple. J'écoutais un petit peu tout à l'heure à la présentation, puis je suis parti me préparer. C'est pour ça que je suis tout maquillé de beau, tout beau de maquillage. Donc, voilà. Là, et dans le Delaware, les actionnaires sont protégés parce que ce n'est pas le même type de procès. La plupart des États, vous allez avoir un procès contre vous, et en face de vous, vous allez avoir des jurés. Les jurés, c'est ce qu'on appelle les jurés d'assises en France, mais ici, ça se passe à tous les niveaux de procès. Donc, les jurés sont des gens comme vous et moi qu'on appelle et on dit, voilà, vous venez et vous allez écouter les arguments de la défense du prosecutor, je ne sais plus comment on dit en français. Et donc, après, vous ferez votre jugement, vous allez délibérer entre vous parce qu'il y a plusieurs jurés et vous allez décider si la société est condamnée ou non. Dans le Delaware, cette chose n'existe pas. Ce sont des juges qui jugent. Ce ne sont pas des jurés qui disent aux juges ce qu'il faut faire. Ce sont des juges qui jugent. Voilà pourquoi le Delaware, c'est à la fois un mythe ou une réalité. Sur le plan fiscal, ce n'est pas forcément une réalité. C'est plutôt un mythe. Sur le plan de protection des actionnaires ou opacité, c'est une réalité. À vous de voir après comment vous voulez faire. D'accord, mais écoutez, ça dépend de chaque spécificité de chaque entreprise. Et alors, on peut revenir un peu sur l'imposition. Comment va être imposée ma société? Alors, bien évidemment, ça dépend effectivement de l'état où l'on se trouve. Tu peux aller un petit peu plus en détail sur ça? Bien sûr, je vois que la transmission de pensée est extraordinaire entre toi et moi, Rachel. Et pourtant, on n'a pas répété. On n'a absolument pas répété. On n'a même pas répété. Tu n'avais pas le temps. Tu avais le temps. Tu travaillais 26 heures par jour. Bon, mais en tout cas, bravo encore. Dans le EIN, c'est la première étape. Non, la première étape, je vous l'ai dit, vous choisissez un état de création de la société. Et vous créez la société dans cet état. Delaware, Florida, peu importe. La deuxième étape, c'est obtenir un EIN. EIN, c'est Employer Identification Number. En fait, c'est votre matricule, c'est le matricule fiscal de la société. Sans ça, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas exister, elle ne peut pas ouvrir de compte en banque. Et la troisième étape, après, lorsque vous avez créé la société, lorsque vous avez votre matricule fiscal, vous pouvez aller ouvrir un compte en banque. Vous rentrez dans les clous, tout simplement, pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Et lorsque le compte en banque est ouvert, eh bien, ça y est, vous êtes opérationnel. Donc, on peut me poser la question, combien de capital faut-il? Faut-il libérer le capital? Il n'y a pas besoin d'avoir de capital dans une société américaine. C'est la beauté de la chose, ça laisse beaucoup de flexibilité. Mais revenons sur les impôts, puisque cette slide, c'est l'aspect fiscal, les impôts directs. Alors, je parlais tout à l'heure de l'impôt fédéral et les impôts des États. N'oubliez pas que vous êtes imposé au niveau fédéral, que vous soyez société de partnership LLC, c'est vous, personne physique, si vous êtes associé de la LLC. C'est votre société française qui devra souscrire une déclaration aux États-Unis, si elle est associée de la LLC, sur sa part de profit, ou vous sur votre part de profit. Au niveau fédéral, impôt fédéral société soumise à l'IS, à l'impôt société, vous payez 21% au niveau fédéral, quel que soit l'État. C'est obligatoire. Obligatoire. Impôt des États, là, c'est selon les États. Alors, en parlant de la Floride, parce que ce n'est pas un État. Il y a quand même des avantages à être en Floride, non? Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai déménagé d'ailleurs. Je fais 14% d'économie d'impôt entre New York et Miami. Ah oui.
Ah ben non, c'est assez conséquent. Impôt des États, donc, au niveau IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, donc si vous êtes associé d'une LLC, vous allez payer l'impôt fédéral. Et en Floride, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques, donc vous ne payez qu'un impôt. Si vous êtes à New York, vous allez payer l'impôt fédéral, l'impôt de l'État de New York en tant que personne physique sur votre part des profits. Au niveau de sociétés anonymes soumises à l'impôt société, là aussi, il y a des divergences d'impôts, de taux d'imposition. New York, vous allez être imposé dans les 16-18%. En Floride, vous allez être imposé en moyenne sur 5% des profits. Voilà, pour faire simple. Ensuite, vous avez le droit de choisir l'année la clôture que vous souhaitez pour votre exercice. Alors, souvent, les gens choisissent l'année fiscale, l'année calendaire, pardon, mais vous pouvez avoir une année fiscale. Une chose, lorsque vous avez une LLC, puisqu'il y a transparence fiscale, le fisc américain aime bien que la LLC soit calquée sur les déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire au 31 décembre. Donc, théoriquement, une LLC devrait clôturer le 31 décembre, mais il y a des exceptions. Et là, j'ai rajouté quelque chose qui est carry-back parce que c'est intéressant. En France, on ne connaît pas. Moi, j'ai découvert en venant ici. Vous faites des années merveilleuses avec beaucoup de profits, vous payez beaucoup d'impôts. Merde, ça me fait mal au cœur. Covid arrive et vous avez une année de merde. Eh bien, vous avez des pertes. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Je l'ai pratiqué pour plusieurs clients l'an dernier. J'ai fait un carry-back. J'ai rapporté sur les années où j'avais des profits en arrière les pertes de l'année 2019 et 2020, ce qui a permis à mes clients de récupérer une partie de l'impôt qu'ils avaient payé au titre des années N-2 et N-3. Voilà ce qu'est le carry-back. Je pense qu'il faut l'avoir en tête parce que c'est intéressant. Impôts indirects, on a vu les impôts directs, impôts indirects, je passe vite. Hein. Property tax, c'est les taxes foncières. Ça dépend des États, ça dépend des comtés, c'est plus ou moins cher, entre 1% à New York, 2% ici en Floride. Mais c'est juste pour dire que ça existe. Les payroll taxes, c'est les charges sociales. Alors, les charges sociales sur salaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. C'est pas l'URSSAF, c'est pas la couverture médicale. La couverture médicale, vous avez vu Benjamin ce matin qui vous parlait de ça de façon très explicite et très bien détaillée, très détaillée. Donc, la couverture médicale, vous la prenez à part. C'est comme une assurance voiture. Et par contre, vous payez des payroll taxes qui, elles, sont votre retraite officielle. Lorsque vous prenez la retraite, vous serez couvert sur le plan médical, pas trop bien, et vous toucherez une retraite de misère, mais c'est là. Et CSN News Tax, mais ça c'est la TVA, sauf que la TVA, en tant que telle qu'on la conçoit en France, n'existe pas. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ici, CSN News Tax, elle est payée par le consommateur final. Il n'y a pas de sales tax intermédiaire à chaque étape du processus. C'est génial ça. Bon, j'arrête parce que je peux parler pendant des heures, si vous voulez. Mais en plus, on va prendre quelques petites questions. Mais alors, une toute petite dernière question. Quelles sont les règles de base lorsqu'on embauche des salariés? Ah ben là aussi, j'ai une slide, c'est merveilleux, quoi. Incroyable. Incroyable, incroyable. Alors, vous voyez, vous avez une possibilité, un peu de flexibilité aux États-Unis. Je ne sais pas si ça existe en France. Vous pouvez embaucher la personne comme salarié ou comme auto-entrepreneur. Alors, il est évident que si la personne dépend à 100% de vous et prend des ordres de vous, théoriquement, vous n'avez pas trop le droit de l'embaucher comme auto-entrepreneur. En Californie, ça ne passerait pas. En Floride, si on était un peu plus laxiste, ça passe. Mais la règle de base, c'est qu'il ne faut pas de discrimination. Je l'ai mis sur le slide, il ne faut pas de discrimination, c'est très important. Lorsqu'on fait l'interview, il ne faut pas poser de questions sur le statut marital de la personne, sur les enfants, sur la couleur de peau, en principe, ça se voit, mais il ne faut pas demander non plus sur les penchants religieux ou autre chose. Il ne faut surtout pas faire ça parce que vous risquez d'avoir un procès sur le dos. Moi, je me souviens de ma première expérience lorsque j'ai interviewé ma première collaboratrice. J'ai passé une annonce et je voulais une secrétaire. Et la première personne qui se présente, c'est un jeune homme. Et d'emblée, il parlait français, heureusement, d'emblée. Je dis, je suis désolé, j'ai cherché une dame. Il me dit, mais vous savez, vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais je vous aime bien parce que vous êtes français, que je parle français. Bon, voilà, c'est une expérience vécue. Faites attention, pas de discrimination. Employment at will, on demande souvent quel contrat on doit signer avec les employés. Mais avec les employés, c'est difficile de les retenir s'ils veulent partir et c'est facile de les mettre à la porte si vous voulez les mettre à la porte. Je crois que les contrats de travail, on les signe avec des cadres supérieurs, avec des managers, mais pas forcément avec
des petites mains, ce terme n'est absolument pas péjoratif, c'est simplement pour situer un niveau à partir duquel il faut signer des contrats de travail. Alors, une chose très importante, en France, on parle souvent en salaire net. Aux États-Unis, c'est une catastrophe parce que déterminer le salaire net est très difficile du fait que l'impôt est retenu à la source. Donc, vous parlez de salaire net de charge sociale, la personne que vous embauchez, si elle est américaine, elle va comprendre salaire net d'impôt, charge sociale et impôt sur le revenu. Voilà. Donc, surtout ne parlez jamais de salaire net. Ça, Ce c'est n'est un pas point une très bonne important. chose et ça peut coûter très cher, je veux dire, parce que s'il y a un malentendu, la personne va venir sur une idée que son salaire net va être de temps, et lorsque vous allez faire son salaire net va être moindre. Et bien, elle va venir réclamer, et comme vous l'aurez embauché en salaire net, il faudra réviser son salaire le premier jour. Employee handbook ou guide salarié, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est un petit peu, si vous voulez, la politique de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, chaque entreprise détermine elle-même ce qu'elle veut comme politique sociale. Elle détermine les horaires de travail, elle détermine les jours fériés, elle détermine les jours de vacances. Vous n'êtes pas obligé de donner des jours fériés, vous n'êtes pas obligé de donner des jours de vacances. Comme je le disais tout à l'heure, les charges sociales, ce n'est pas la couverture médicale. La couverture médicale, c'est un petit peu, si vous voulez, une assurance voiture. Vous décidez de couvrir au tiers, tierce collision, tout risque, et c'est plus ou moins cher, mais revoyez la présentation de Ben ce matin, vous en saurez davantage sur ça. Et puis, vous mettez un plan de retraite en place. Ce n'est pas obligatoire, en dehors de ceux qui vous laissent les yeux pour pleurer, qui est obligatoire, dont j'ai parlé tout à l'heure. Le plan de retraite officiel. Mais le plan de retraite facultatif, c'est une bonne façon de fidéliser les gens, parce qu'avant de passer de l'autre côté de la rue et de travailler pour le concurrent, s'il n'offre pas un plan de retraite, ils resteront chez vous parce qu'ils vous offrent un plan de retraite. Et dernier point, Professional Employer Organization, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, c'est-à-dire que c'est complexe de gérer des salariés répandus un peu partout aux États-Unis. Donc vous avez des sociétés qui se sont spécialisées. C'est un petit peu du BIS, de l'intérim en France, du ADECO ou autre. Et qu'est-ce que vous faites? L'employé est votre employé. Il dépend de vous, il prend des ordres de vous. C'est vous qui le choisissez, c'est vous qui l'interviewez. Et après, au lieu de le payer directement, vous le mettez dans un pool Professional Employer Organization qui a peut-être 100 000 employés à travers les États-Unis ou 200 000 employés à travers les États-Unis. Ça leur permet à eux d'avoir du leverage et d'obtenir des tarifs de couverture médicale plus intéressants que si vous êtes seul entrepreneur avec vos 2 ou 3 employés. Et donc, vous payez à la société d'intérim, en quelque sorte, et eux payent les employés. Voilà ce qu'est Professional Employer Organization. Super. Bon. Effectivement, on a aussi, concernant les plans retraite, on a une table avec USA France. On pourra répondre à quelques questions concernant ce détail-là. Concernant les questions qui sont dans le chat, j'ai une question que je ne comprends pas, mais peut-être que tu vas la comprendre, Serge. Est-ce que Stripe Atlas est véritablement une solution intéressante pour débuter une activité entrepreneuriale à distance? Ben écoute, je suis un peu confus parce que je ne sais pas ce qu'est Stripe Atlas. Alors Renaud, merci de Renaud Davio, si tu peux préciser ce qu'est Stripe Atlas, je ne connais pas. Je suis désolé. Okay. On peut passer à la deuxième question du chat? Oui, bonjour. On souhaite créer une société aux USA tout en résidant en France à court terme avec l'idée de s'installer à moyen terme aux USA. Quelle est la meilleure structure LLC ou C-Corp pour optimiser la fiscalité et éviter la double imposition France-USA? Bon, écoute, Sana, la réponse est relativement simple. Tout d'abord, je trouve que c'est très bien. On souhaite créer la société en Floride. C'est le deuxième chat en dessous de celui-là. Oui. Donc, si vous voulez, Sana, si votre intention est de venir vous implanter aux États-Unis, en Floride, absolument créer une LLC. J'apporte une précision parce que la question est intéressante. Lorsque vous créez une LLC, le principe de base de la LLC, c'est la transparence fiscale. Transparence fiscale, c'est-à-dire que les profits sont taxés au niveau des associés. Mais vous avez l'option également d'opter pour l'impôt société quand vous créez une LLC. Je ne voulais pas entrer dans ce genre de détails, mais votre question m'y pousse. C'est-à-dire, vous avez une LLC, ça pourrait être considéré une partnership transparence fiscale SCI en France, mais vous pouvez décider de payer l'impôt société. Et lorsque vous déménagez aux États-Unis, eh bien, vous pouvez changer le statut de la LLC et revenir à un statut de partnership avec transparence fiscale totale. Ça vous donne beaucoup de flexibilité. Donc, dans la phase de démarrage, vous créez une LLC, Sana, vous la faites soumettre à l'impôt société, et lorsque vous venez aux États-Unis, on change le statut et elle redevient partnership à transparence fiscale. Comme ça, il n'y a pas de double imposition. D'accord. Et puis après, bon, pour aller plus en détail, prenez rendez-vous avec Serge Massat. Il a un stand dans Expo. Je vais immédiatement mettre son lien.
Il a un stand sur la partie expo à gauche de votre écran. Et puis, vous pouvez prendre rendez-vous avec Serge, aller discuter avec Serge après cette table, puisque notre session va arriver à sa fin. Expo, Serge Massat, ici. Consultez Serge pour aller plus en profondeur quant à vos questions. Alors oui, alors Gabriel Braca qui nous demande how does the crypto work with taxes? It is like capital gain? Ouais, Gabriel, tu n'avais pas une question plus complexe à poser, non? Et celle-là, c'est encore des balbutiements de la taxation. Si tu veux, oui, effectivement, c'est capital gain, et puis c'est taxé comme capital gain. Tu as apporté la réponse dans ta question, formidable, voilà. Mais c'est hyper complexe, il ne faut pas se leurrer. Hyper complexe. Pas se leurrer, c'est hyper complexe. Donc, peut-être prendre rendez-vous avec toi s'il y a vraiment des besoins spécifiques. Oui, je veux répondre à Philippe Brégeron aussi, là, pardon, et à Renaud, Stripe Atlas. Bon, écoutez, oui. Vous pouvez forcément créer votre société en ligne, mais c'est un petit peu comme disait Benjamin, je fais référence à Benjamin ce matin qui parlait d'assurance maladie. Pourquoi? Parce que j'ai écouté sa présentation qui était très bien. Si vous voulez, vous créez votre société en ligne, vous n'avez pas le conseil. Je crois que le conseil, ce n'est pas quelqu'un en ligne qui peut vous l'apporter. Et de toute façon, le conseil, ce n'est pas un conseil adapté à vous, c'est un conseil standard. Il est possible que vous allez chatter avec un avatar ou je ne sais pas qui, un ordinateur qui a des réponses standards à vos questions. Et puis voilà. Voilà. Bon, là, effectivement, ce n'est pas le sujet de notre de ce genre de présentation. C'est vraiment pour vous apporter un service sur mesure et vous accompagner vraiment humainement et puis surtout au niveau de l'expertise de chacun de nos experts. Alors, effectivement, est-ce qu'on a une autre question pour créer des sociétés à distance avec Tax ID Number? Renaud, qu'est-ce que veut dire Renaud? Ah, écoute, je viens. Il parlait de la même chose que Philippe, effectivement. Ouais, d'accord. C'est alors Serge, donc toutes les personnes présentes ici peuvent aller te voir sur ton stand pour aller te parler. Également, cette vidéo sera disponible en replay sur notre YouTube FACC Florida incessamment sous peu. On va distribuer bien évidemment le contact de Serge Massat par le catalogue des experts en fin de journée. Et je te laisse dire le mot de la fin. Juste avant le mot de la fin, pour les amateurs de cigares, c'est un Monte Cristo A, excellent. Hein. Bon, vas-y, le mot de la fin. Mais c'est toi qui vas nous donner le mot de la fin. Ah, c'est moi qui vais donner le mot de la fin. Moi, j'ai tout dit sur toi, à quel point tu étais extraordinaire. Non, arrête Rachel, putain, je ne vais pas pouvoir passer par la porte, j'ai les chevilles qui gonflent là quand tu parles comme ça. Je ne sais pas si je le mérite, mais enfin, j'essaie de faire ce qu'il faut. Je le mérite. J'essaie de faire ce qu'il faut depuis 40 ans et puis j'essaie d'apporter un conseil personnalisé, d'être aussi clair que possible et de partager en fait ce qu'on vend chez Massat Consulting Group. C'est 40 ans d'expérience de tous nos clients. Et je peux dire, on en a vu des vertes et des pas mûres, on a connu tout cas de figure et c'est ça qu'on apporte lorsque quelqu'un vient nous solliciter pour avoir du conseil et pour travailler avec nous. Mais c'est un plaisir. Le problème, vous voyez, dans l'histoire, c'est que je parlais tout à l'heure de retraite officielle aux États-Unis. Elle n'est pas très lourde. Donc, je me suis créé une petite retraite à part. Le problème, c'est que dans mon putain de métier, on ne prend jamais la retraite. C'est ça. Donc là, j'ai passé l'âge de la retraite, je me suis passionné. Je vous ai parlé ce matin avec beaucoup d'engouement. Vous voyez, on pourrait dire que je suis italien. Je parle avec les mecs. Bon, j'arrête de parler là, parce que sinon, je parle encore pendant 1 heure. Merci à ceux qui va parler dans ton stand. Les gens vont te retrouver dans ton stand pour continuer cette conversation. Et moi, je vous retrouve dans Session pour les questions d'immigration. Alors là, aussi, un sujet très, très important ce matin. S'il vous plaît, rejoignez-moi maintenant sur Session avec Florian Donny concernant toutes vos questions immigrées aux États-Unis. Merci à tous. Merci Serge. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne continuation.